Alors dans cette salle, on va parler de différentes choses aujourd'hui, différents secteurs d'activité autour de la FinTech. On commence par l'agriculture et je suis très content de faire ça avec vous deux. Donc Florian, tu es le fondateur de Mimosa. Florian Breton, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors je vais rappeler juste 2-3 règles du jeu avant ça d'ailleurs. On est dans une discussion... L'objectif, c'est d'essayer de comprendre les enjeux d'un secteur et comment les fintech peuvent les adresser, les problématiques, les enjeux. Vous êtes très expert dans ce secteur. Ici, on ne l'est pas forcément tous, donc c'est important de vulgariser un peu tout ça. Et puis, on est là, nous, pour vraiment découvrir et comprendre tous les enjeux de ce secteur, d'être didactique, de concrétiser tout ça. Et puis, voilà, on est dans une discussion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vous poser des questions ou de poser des questions. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on les prendra plutôt à la fin pour essayer de ne pas interrompre tout ça. Florian, tu me racontes ce que vous faites chez Mimosa? Bonjour à toutes et tous. Donc Mimosa, c'est une plateforme de financement qui est dédiée à la transition agricole et alimentaire que j'ai fondée il y a un peu plus de 7 ans. Je suis moi-même petit-fils de viticulteur des Pyrénées-Orientales avec un amour et une admiration pour ce secteur-là. Et j'ai identifié 2 opportunités de marché au moment de lancer Mimosa. La première, c'est que aujourd'hui, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, on va parler principalement d'agriculture aujourd'hui, ont des besoins de financement importants que seules les banques mutualistes ne peuvent pas assumer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un secteur extrêmement digitalisé. Ce sont des acteurs qui travaillent énormément, 70 heures par semaine. Ils ont besoin d'avoir accès à des financements simples et rapides. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur agricole, il y a une triple transition, à la fois une transition sociale avec des profils d'agriculteurs qui s'installent, qui sont très différents. Et comme ils ne sont pas issus du monde agricole, et c'est nouveau, hein, ça fait 10 ans que c'est le cas. Avant, le schéma de transmission était assez classique entre un papa et un fiston, pour faire simple, parce qu'on est dans un monde encore très masculin dans le secteur agricole. Ça se finançait bien à l'installation ou reprise d'activité. Aujourd'hui, ça se finance mal parce que les nouveaux installés sont hors cadre familiaux et n'ont pas d'actifs à mettre face aux banques. Et donc, il fallait trouver une opportunité complémentaire qui permette de répondre à cette problématique, notamment pour le renouvellement des générations. Deuxième transition économique. Les agriculteurs ne sont plus que des producteurs de produits alimentaires. Ils sont aussi des producteurs d'énergie renouvelable, des stockeurs de carbone, des producteurs de biodiversité. De plus en plus, ils remontent dans la chaîne de valeur, ils transforment et ils vendent à la ferme. Et ces financements-là, qui sont des extensions naturelles, sont moins bien financés par les banques traditionnelles historiques. Et puis la troisième transition, qui est la plus médiatique et politique, c'est une transition écologique du secteur qui nécessite des besoins de financement plus immatériels, de la trésorerie, parce qu'un agriculteur qui fait le choix, par exemple, de basculer en bio, ce n'est pas forcément du foncier dont il a besoin, ce n'est pas forcément du matériel, mais c'est la trésorerie pendant 3 ans. Et cet immatériel-là étant mal financé, il fallait créer aujourd'hui une plateforme digitale, c'était ma vision des choses, pour répondre à ces problématiques liées à la transition. Et la deuxième opportunité de marché, et je serai plus rapide, c'est l'opportunité de marché côté liquidité. Aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, et aux enjeux autour de l'environnement qu'adresse l'agriculture, de plus en plus d'épargnants, français, internationaux, mais également d'institutionnels et d'entreprises, corporate, fondations, souhaitent accéder au financement de la transition agricole pour répondre à ces défis-là. Et donc Mimosa est d'une certaine manière une marketplace qui met en relation des porteurs de projets ayant des besoins de financement et des institutionnels, entreprises ou épargnants classiques qui souhaitent donner du sens, de la transparence et impacter les grands enjeux du XXIe siècle. Je sors d'un enregistrement de podcast juste en bas sur la finance quantitative et les algorithmes qui font des placements à votre place. J'ai l'impression qu'on est un peu loin de ça quand même hein, dans ce que tu fais avec Mimosa. En tout cas, on parlait du sens dans tout ça, c'est intéressant. Et toi, Antoine, donc tu es le président et fondateur aussi hein, de ATK. Tu peux me raconter aussi ce que vous faites et les problématiques que vous voyez dans ce secteur de l'agriculture aujourd'hui? Ouais, il y aura beaucoup de similitudes avec ce que disait Florian. Donc ATK, c'est une insurtech. Donc Florian parlait des transitions et du contexte qui est amené à des besoins de financement. Il y a en corollaire des besoins de protection de ces transitions, de ces adaptations. Le point de départ, donc pareil, je suis aussi d'origine agricole, je suis agriculteur, je suis agronome de formation, donc je suis arrivé sur le tard sur ces sujets de fintech, mais comme quoi on peut arriver à tout. Le point de départ d'ATK, c'est surtout la problématique du changement climatique qui impacte fortement les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires.
Et si je donne 2-3 chiffres pour poser le contexte, aujourd'hui, il y a 2 tiers des agriculteurs français qui disent que d'ores et déjà, le changement climatique est une source de difficultés économiques majeures et mortelles pour leur activité. On a 10 000 défaillances d'entreprises agricoles par an qui sont directement imputables à des aléas climatiques. Donc on se dit, ok, là, donc le sujet, il est 10 000. Ouais. Sur combien, tu sais? Écoute, il y a officiellement 300 fermes en France, mais dans la vraie vie, il y en a plutôt 200 000 qui le sont à temps plein. Qui le sont. Et on pourrait se dire que tout ce monde-là est assuré, et en fait non, en face de ces aléas et de ces risques et de ces défaillances d'entreprises liées à des aléas climatiques, il y avait que 30%, et aujourd'hui on est allé à 1/3 des agriculteurs français qui sont assurés. Donc il y avait un vrai sujet de pain point à traiter, à savoir pourquoi, alors qu'ils subissent dans leur chair et dans leur comptabilité ces aléas climatiques et changements climatiques, pourquoi se fait-il qu'ils ne s'assurent pas? Donc ATK a cherché à trouver des solutions autant d'un point de vue produit que d'un point de vue service, que d'un point de vue modèle de distribution, pour aller convaincre les agriculteurs, leurs fournisseurs et leurs clients qui ne sont pas assurés de venir s'assurer. Et pour finir ce propos introductif, je dirais que c'est un positionnement qu'on avait imaginé, et c'est une promesse qu'on a tenue, parce qu'aujourd'hui 80% de nos assurés, c'est des primo-assurés. Donc c'est des entreprises agricoles qui ont trouvé intérêt à s'assurer depuis qu'ATK est arrivé sur le marché, qui ne s'assuraient pas avant. Mais alors, on n'est pas là pour bitcher sur les acteurs traditionnels, mais il y a quand même normalement en France et ailleurs, je sais pas, il y a une grande banque agricole qu'on connaît, qui est là pour ça. Sur les assurances, il y a quand même énormément d'acteurs. Là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a une défaillance, ils sont plus là, ou qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer par les banques. Ouais. Elles jouent leur rôle historique depuis 150 ans. Si par exemple on parle du Crédit Agricole qui a été créé il y a 150 ans, la problématique qu'on a identifiée, c'est que au-delà, on va dire, de la simplicité par l'usage de notre solution, puisqu'aujourd'hui on lève jusqu'à 2 millions d'euros en 15 jours maximum. Donc on accompagne des exploitations agricoles, des entreprises agro, des projets dans les énergies renouvelables, notamment dans le biogaz et dans le solaire, pour accélérer cette révolution et cette transformation. On s'appuie à la fois sur une communauté de 500 000 personnes. On a financé 7 000 projets en 7 ans. C'est à peu près 1 millier par an. Et on a un fonds de dette. 1 millier par an, ouais. À peu près. Et on a un fonds de dette. On a été les premiers en Europe à créer un fonds de dette sur la thématique agriculture, qui est souscrit par des institutionnels, des corporates, etc., qui est doté aujourd'hui de 50 millions d'euros. Et donc on hybride nos financements entre le crowd et le fonds. Donc pour revenir sur le sujet des banques, les banques mutualistes, le top 3 aujourd'hui en France, et c'est pareil en Allemagne, en Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, les banques mutualistes, donc par un découpage territorial qui est quelquefois un peu complexe, dominent à hauteur de 97% le financement par la dette de la thématique agricole. Donc nous, Mimosa, on est dans le couloir national. Ma vision des choses, c'est que par une solution simple, par le fait de pouvoir embarquer des clients épargnants qui sont partout en France, en Belgique également où nous sommes, sans la complexité des découpages territoriaux, parce qu'aujourd'hui, si le Crédit Agricole voulait, les épargnants à 75% veulent du plus durable, mais les banques mutualistes sont limitées par un contexte géographique. Les épargnants ne peuvent pas prêter sur d'autres territoires. Donc Mimosa, la force de Mimosa, c'est d'être 1, national, 2, simple et rapide, 3, de pouvoir bosser aujourd'hui donc à la fois avec des épargnants, mais aussi des institutionnels, des corpos qui ont une volonté de déploiement de liquidités partout en France sans complexité de maillage territorial. Et 4, c'est ça qui est intéressant aussi, on travaille depuis 4 ans avec des industriels de l'agroalimentaire. On a 40 collaborations, on peut citer Carrefour, Danone, Dossi, Pink Lady, ces grands industriels-là, Innocente, etc., ont besoin aujourd'hui de se responsabiliser dans le financement de leurs propres agriculteurs pour décarboner les filières. Danone, 70% des émissions de Danone, ce sont ces éleveurs. Il faut décarboner, il faut financer. Mais les éleveurs de Danone sont partout en France. Les producteurs de Carrefour, les 17 000, sont partout en France. Et donc aujourd'hui, la force de Mimosa, c'est de pouvoir réaliser des partenariats avec ces gens-là qui ont des objectifs de déploiement partout en France, toutes filières confondues. Ce qui est impossible aujourd'hui
par les banques mutualistes traditionnelles qui ne peuvent pas avoir ce déploiement national. Donc notre conviction, c'est que les 3% de national portés par ces opérations de financement, par ces partenariats avec des grands groupes, par la création de millésimes différents de fonds d'investissement pour la thématique, va faire croître ces 3%. Et notre ambition, c'est de devenir un grand leader sur cette offre de 3 qui deviendra un jour 10, qui deviendra un jour 15. Est-ce que ces 15 deviendront un jour 70%? Je n'en suis pas certain. Et on travaille justement ces complémentarités avec les banques mutualistes. Donc, pour répondre à ta question en synthèse, il y a des défaillances partielles. Elles ne sont pas totales, d'un nouveau marché, mais on crée un nouveau marché, okay. Exactement, Compris. Qui est salvateur. Très bien. On va retrouver un peu les mêmes acteurs côté assurance. D'ailleurs, Crédit Agricole dont on parlait est également le numéro 2 sur le marché de l'assurance agricole, derrière Groupama qui est le numéro 1. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont défaillants, mais ils ont plusieurs types de legacy qui les empêchent de s'adapter aussi vite qu'ils le voudraient ou qu'ils le devraient aux évolutions des agriculteurs et de leurs pratiques et de la chaîne de valeur en général. Ils ont des legacy classiques qu'on trouve dans d'autres sujets, tech, à savoir des legacy IT qui font que c'est compliqué pour eux. Les coûts de mise à niveau d'un parcours client, d'une UX sont quand même beaucoup plus forts que pour un nouvel entrant qui démarre de zéro et qui démarre tout de suite avec le meilleur de ce qui se fait en termes de techno en matière d'UX. Ils ont une legacy qui aussi les ralentit en termes de modèle de distribution. C'est des acteurs qui ont des modèles de distribution intégrés et qui ont fait le choix d'avoir un seul modèle de distribution. Donc c'est des agents généraux, c'est les caisses bancaires si on parle du Crédit Agricole, et ils n'ont que ce modèle-là. Donc ce qui les empêche de toucher certains prospects qui ont besoin d'être touchés par d'autres modèles de distribution. Et en assurance, ils ont aussi une legacy qui est les pertes accumulées depuis de nombreuses années sur ce marché-là, et c'est des pertes qui sont accumulées avec l'accélération du réchauffement climatique. Et sur un marché sur lequel ces acteurs-là peuvent perdre des dizaines, voire certaines années des centaines de millions d'euros, c'est compliqué aussi de leur demander d'avoir une envie et une ambition hyper forte de faire évoluer et leurs produits, et leurs offres, et leurs services associés. Donc voilà, donc c'est plutôt ça qu'une défaillance, on va dire, intrinsèque. C'est plutôt ils tirent ça derrière eux, alors qu'un nouvel entrant, il part de zéro. Donc il part de zéro en termes d'IT, il peut tout de suite être au niveau. Il part sans perte, donc il peut tout de suite investir dans l'amélioration des produits. Donc c'est plutôt. Ce qu'on va voir sur les néobanques versus les banques, ou que ce soit en B2B, en B2C. Il y a quand même quelque chose. Alors, je précise que je suis aussi moi d'une famille d'agriculteurs en Corse, et donc je suis pas hautain dans mon approche. Cependant, on parle quand même, quand on est dans des métiers comme les vôtres, on croisait tout à l'heure Patrick de Nonville de chez October, et voilà, on parle de data en fait pour prendre des décisions rapides, puisque vous faites des J'imagine que vous avez des décisions rapides sur les remboursements, je crois, dans l'assurance, sur les crédits dans la banque. Il faut beaucoup de data. Qu'est-ce qu'on a comme data dans l'agriculture? Enfin, je ne connais pas l'état du cheptel de brebis, la qualité de la vigne, du blé. Enfin, oui, il y a des data météo, j'imagine, mais qu'est-ce qu'on a comme data concrètement? Et plus profondément, d'ailleurs, quel est le rapport des agriculteurs, même les plus jeunes, qui sont peut-être sur TikTok sur leur tracteur, mais même les plus jeunes à la technologie, quoi? Alors, il y a les data classiques d'un établissement de crédit ou d'une fintech dans le financement de projet. C'est-à-dire que nous, typiquement, comme on est tout de même une plateforme de volume, on a 500 à 600 demandes de financement par mois, et entre le don et le crédit, on bascule à peu près 80 à 100 projets par mois, d'où les plus de 1000 par an. Il y a un sujet d'industrialisation. Donc 1 sur 6 à peu près que vous financez, c'est ça? Alors sur le don, c'est très différent parce que c'est un gros volume de petits moyens projets, entre 3 et 30 000 euros. Il n'y a pas d'analyse financière, on est plutôt sur l'extra-financier, sur du coaching, sur des projets. Donc on a 200 demandes pour 80 projets mis en ligne. Et sur le crédit, par contre, on a un taux de sélection qui est assez drastique. On est à 3% d'acceptation. Donc on a 500 demandes par mois et on en met 15 à peu près en ligne. Donc pour industrialiser tout ça, il y a un sujet data. Donc nous, on a différentes briques qu'on a industrialisées, mais notamment on analyse de manière automatique
en partenariat avec des API complémentaires, des relevés bancaires sur 6 à 12 mois pour vérifier les impayés, les dépendances fournisseurs, partenaires, modéliser les cash flows, etc. Et puis on a un sujet aussi d'analyse automatique des liasses fiscales sur 2 dernières années. Mais quand je dis ça, notre avantage compétitif par rapport aux banques, c'est juste l'industrialisation qui fait que par ces biais d'automatisation, on est capable d'apporter une réponse en moins d'une semaine à un agriculteur. On monte de plus en plus sur des coopératives, grosses entreprises agro. Et ensuite, avec l'hybridation des financements avec le fonds de dette, on est capable aussi de financer son projet en une semaine. Donc l'expérience client, elle est 2 semaines chez nous en moyenne, quel que soit le besoin, jusqu'à 2 millions d'euros. Donc ça, c'est un vrai avantage compétitif. Dans le contexte actuel, c'est entre 3 et 6 mois pour obtenir un financement hors machinisme dans notre thématique. Après, il y a les nouvelles évolutions finalement aussi de l'analyse sur l'agriculture. Et là, on est extrêmement humble aussi par rapport à ces sujets-là et on essaie d'enrichir notre analyse par l'extra-financier pour avoir une approche rationnelle du risque à terme. Donc il y a en effet des pourvoyeurs de data comme Antoine aujourd'hui qui sont des acteurs tout à fait intéressants de la thématique, mais il y en a d'autres aussi sur l'extra-financier et sur lesquels on travaille. Parce que je vous donne un exemple très concret. Un céréalier aujourd'hui français qui n'est pas dans un schéma de transition vers un nouveau modèle de culture notamment, qui continue de labourer ses sols, qui continue de traiter peut-être avec un petit peu trop d'abondance ces sols avec de la chimie, qui continue de passer sur ces parcelles forcément toute la saison sans mettre du couvert végétal, sans faire des intercultures, etc. En réalité, on a beau analyser ces chiffres par rapport à un autre qui a fait cette transition. Si on est juste dans l'approche financière, en réalité, on ne peut pas prendre les bonnes décisions d'avenir. Parce que celui qui fait sa transition, et là c'est plutôt l'intelligence agronomique, on a des bons agros en France, très bons agros, un agri qui a fait sa transition, ce n'est pas le même risque qu'un agri qui n'a pas fait sa transition. Demain, il y a un épisode de pluie intense sur les 2 exploitations. Je vous garantis que celui qui n'a pas fait sa transition, il est face à un risque notamment d'érosion de ces terres, d'inondation et de massacre un peu de ces cultures, qui est beaucoup plus important que celui qui a fait sa transition, pour laquelle la terre sert d'éponge, réussit à bien absorber, etc. Et même en matière de productivité, celui qui fait sa transition a une production à l'hectare qui est plus importante. Donc, on intègre de plus en plus d'extra-financiers, contrairement, ce coup-ci, aux banques, qui malheureusement sont encore dans un schéma traditionnel d'analyse financière. Et l'avenir, c'est ça. Sur le secteur agricole, l'avenir, c'est le financier et l'extra-financier pour prendre des bonnes décisions. Antoine, on va venir. J'ai une remarque ou une question à vous faire à vous deux là-dessus, mais j'entendais récemment un fermier qui racontait qu'il avait réduit son cheptel de vaches, je crois, de 90 à 70 ou quelque chose comme ça, qu'il avait remis les vaches dans son pré plutôt que de commander du soja au Brésil, et qu'il disait en fait avec l'évolution des prix des matières premières, il gagnait plus d'argent en ayant moins de vaches, et puis ça semblait peut-être un peu plus naturel et logique. Est-ce que ça, ce sont des choses, parce que ça reste de la data, je veux dire, il faut qu'il soit accompagné, c'est pas le... Alors, est-ce qu'on s'éloigne du sujet FinTech? Je ne sais pas. C'est aussi peut-être un rôle un peu différent de promouvoir ce genre de choses. Je parlais de TikTok, pourquoi pas, mais par d'autres biais aussi numériques. C'est des choses qui existent, que vous faites Alors, la question est assez large. Déjà, juste pour revenir à ta question précédente, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la population agricole est une des populations les plus connectées et les plus utilisatrices d'outils connectés dans leur métier au quotidien. Un agriculteur français en moyenne, il va 3 fois par jour utiliser une appli à but professionnel. On est sur des taux d'usage qui sont largement au-dessus. Sur le mobile, principalement sur le mobile. Ouais. Et effectivement, c'était pas une blague. Enfin, ce que tu disais sous le ton de la blague, et l'usage des réseaux sociaux sur le tracteur, c'est largement généralisé. C'est pour ça que tu as entre autres une communauté sur Twitter qui s'appelle France Agri Tweetos, qui est la plus grosse communauté professionnel active sur Twitter. Et quand Jacques Dorsey il est venu en France il y a quelques années au siège de Twitter France, les seuls users qu'il a rencontrés, c'est cette communauté-là. Donc voilà, faut passer au-delà de l'image d'Épinal. C'est une population extrêmement connectée. On a la chance en plus en France et en Europe d'avoir les services publics, donc soit français, soit européens, qui mettent à disposition énormément de data en open source, qui sont très utiles à des acteurs de FinTech et InsurTech pour aller comprendre du risque, faire des modèles. Et donc on a cette chance-là.
On a des satellites qui nous sortent des images gratuits en open source qui sont lancés par l'Union européenne. Donc on a cet écosystème data, que ce soit une communauté d'utilisateurs très connectés, donc très productrice de data, et un écosystème public très aussi producteur de data et très ouvert, qui permettent à des acteurs d'être des nouveaux entrants. Parce que normalement, c'est des marchés sur lesquels il y a une énorme barrière à l'entrée, c'est justement le manque d'historique. Un assureur, il va tarifer un nouveau risque sur des données qu'il a déjà accumulées. Quand on est nouvel entrant, comment on fait? Donc heureusement qu'on a cet écosystème du terrain et institutionnel qui nous permet ça en France. Après, sur ta question sur l'accompagnement des transitions, alors oui, et c'est aussi ça qui fait que tu vois, on arrive à toucher 80% d'agriculteurs qui n'étaient pas assurés avant et qui viennent chez nous, c'est entre autres parce qu'on a cette capacité de faire du sur-mesure auprès d'agriculteurs qui ont vraiment des pratiques innovantes, très différenciantes, et qui ne se retrouvent pas dans le produit standard mainstream que leur proposent les leaders du marché. Et à qui on a toujours demandé ça, c'est très bien. Par exemple les agriculteurs qui sont en bio chez nous ont un taux d'assurance par culture qui est différent de ceux qui sont en conventionnel. Par exemple, les agriculteurs qui sont en train de transitionner vers le bio sont généralement, chez nos confrères, exclus de la police d'assurance parce qu'on estime que cette phase de transition de 3 ans est trop risquée, trop d'aléas, pas assez de garanties. Donc on dit à un agriculteur, ok, tant que tu es en conventionnel, je t'assure, quand tu seras en bio, je t'assurerai, mais beaucoup plus cher. Et entre les deux, tu te débrouilles. Nous, on suit cette transition de pratique de l'agriculteur en l'assurant avec des certains taux quand il est en conventionnel, quand il est en transition, quand il est en bio. S'il a des mesures cher quand même aussi en bio. Ça dépend des cultures, ça dépend des régions. Il y a aussi le fait de tenir compte de mesures de prévention du risque dans tes tarifs. Donc des agriculteurs qui ont mis en place des pratiques de se protéger contre la sécheresse grâce à de l'irrigation ou de se protéger de la grêle grâce à des filets anti-grêle ou autres. Et nous, on intègre ça dans nos tarifs. Ce qui fait qu'à la fin, c'est des exemples, je pourrais t'en citer une palanquée, qui font qu'à la fin, un agriculteur qui vient chez nous, il dit « Ok, moi je ne me retrouvais pas dans les produits standards parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas à l'image de ce que je fais sur ma ferme ou de ce que je fais dans ma filière, parce que là je parle beaucoup d'agriculteurs, mais on assure du semencier jusqu'à l'industriel agroalimentaire. Et donc nous étant un nouvel entrant, on a cette agilité encore de pouvoir faire du sur-mesure et de pouvoir tenir compte de ces transitions et cette diversification du monde agricole, qui était un monde très homogène en termes de taille, de pratique, de modèle économique, et qui maintenant devient un monde hyper divers. Et donc les acteurs du financement et de l'assurance, ceux qui arrivent à prendre ce virage-là, grâce à la techno, de faire du sur-mesure et de s'adapter au jour le jour aux évolutions, prennent des parts de marché importantes. Et alors avant de prendre quelques questions, si vous en avez, quels sont vos défis? Alors moi j'imagine 2-3 choses, mais peut-être notamment une perception dont on parle depuis tout à l'heure, alors qui est double d'ailleurs, d'un côté d'une tech qui est quand même très parisienne en France, très centralisée. Pas que, hein, on sait que quand même il y a des belles scènes tech à Montpellier, à Lille, à Lyon, Marseille, à Bordeaux, mais même ça reste des métropoles en fait. Donc est-ce que en fait on se dit non mais attends, l'agriculture c'est pas, enfin secteur un peu en crise, c'est pas là où il y a de l'argent et voilà. Est-ce que vous avez une problématique de financement d'un côté et de l'autre côté aussi une problématique pour aller toucher vos agriculteurs, même s'ils sont très présents sur les réseaux sociaux? La problématique du moment, c'est surtout une problématique sur le sujet du financement, et ça, c'est pas propre à l'agriculture. Oui, l'agriculture souffre, heureusement pas toute l'agriculture, mais c'est surtout une problématique de financement. Les banques, sur le seul business crédit, s'effondrent en Europe, hein, c'est moins 40% auprès des particuliers et à peu près moins 30% auprès des professionnels. Et nous, c'est vrai qu'on a aussi été impacté par cela parce qu'on a deux marchés. On a à la fois ceux qui ont des besoins de financement et dans un contexte de crise avec l'inflation, de manière générale, l'inflation des taux, l'inflation des matières premières, la compression des marges, le contexte géopolitique, il y a une crise de l'investissement, une crise de l'audace aussi, hein, même du côté des agriculteurs, bien évidemment. Et puis, il y a une crise dans la liquidité de manière générale, hein, que ce soit dans le private equity ou dans la dette, parce que les rendements attendus sont plus importants. Pour autant, on est toujours, nous, dans une espèce de ligne de crête qui n'est pas évidente entre des investisseurs qui veulent un rendement associé à un bon risque et des entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont aussi fragilisés par le contexte actuel.
et qu'il faut rassurer. Donc nous, notre problématique du moment en tant que fintech de financement, c'est celle-ci, c'est de pouvoir avoir une approche cohérente entre nos deux clients pour avoir une offre puissante, équilibrée, qui à la fois ne fragilise pas et en même temps est suffisamment rémunératrice. Maintenant, à plus moyen long terme, celle qu'on a réussi quand même à parcourir ces dernières années, c'est qu'on est passé par en tant que fintech un peu parisienne, par des canaux de distribution qui sont des canaux en réalité qui sont très locaux. On travaille avec des coopératives, on travaille avec les chambres d'agriculture, on travaille avec les syndicats, les points d'accueil d'installation, les experts comptables, les banques, les assureurs. Ce sont des gens qui nous apportent ce maillage territorial et qui font qu'aujourd'hui Mimosa est connu par près de la moitié des agriculteurs, qu'on a autant de deal flow et de pipe commercial entrant, et qui marche plutôt bien d'ailleurs en termes de canal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une approche anti-système agricole, on a plutôt cherché à s'appuyer sur le maillage territorial de notre thématique très politique pour pouvoir grandir, asseoir notre offre et notre crédibilité. Donc maintenant, à plus moyen terme, le deuxième enjeu pour nous, c'est un peu de casser les habitudes. Parce que c'est vrai, tu citais tout à l'heure le Crédit Agricole, c'est vrai que les agriculteurs aujourd'hui ont au bras gauche tatoué le Crédit Agricole et sur le bras droit ils ont Groupama. Donc on commence un peu à casser ces habitudes. C'est vrai que les nouveaux entrants qui sont hors cadre familiaux se fichent un peu de ces habitudes et du poids de la tradition et l'historique sur ces deux sujets que sont l'assurance et le financement. Mais ça reste un petit marché, hein, les nouveaux entrants et hors cadre familiaux. Mais de manière plus macro, c'est de casser ces habitudes. Et cette révolution, on l'a fait petit à petit. C'est pas si simple parce que on l'a fait par l'usage. Le conseiller Crédit Agricole, il est toujours bien présent. Il est toujours bien présent. Et encore une fois, on n'est pas dans une position anti parce que nous, on le voit sur le crédit. Quand on fait des projets inférieurs à 100 000 euros, on est de plus en plus alternatif. Mais sur le supérieur à 100 000 euros, qui est quand même une grande partie de notre activité, on est très souvent complémentaire. À 70 fois sur 100, 80 fois sur 100, on est en cofinancement et la mutualisation des offres crée la nouvelle proposition de valeur pour le secteur agricole. Effectivement, c'est des marchés, tous les marchés agricoles, là on parle de financement et d'assurance, mais c'est vrai sur plein d'autres verticales, sont des marchés en monopole, des fois vaguement duopole. Le seul moyen de rentrer, les seuls nouveaux entrants qui ont réussi à prendre pied, ce n'est pas ceux qui sont allés en frontal, c'est ceux qui ont utilisé des go-to-market en passant par des acteurs déjà en place sur le terrain. Donc, de la même façon, nous, on est distribués principalement par des coopératives agricoles qui ont le lien terrain, humain, financier, administratif, de confiance avec l'agriculteur. Donc, c'est, de mon point de vue, et je pense que Florian ne me contredira pas vu qu'il a fait le même choix stratégique, c'est OK, on va affronter, c'est un bien grand mot, on va se frotter à des acteurs historiques qui sont en situation de monopole ou de duopole, mais en fait, on a l'intelligence de passer par des moyens détournés pour quand même arriver au terrain. Sinon, c'est mort-né. Et sur ta question sur les enjeux, nous, le principal enjeu du moment, c'est de ne pas être focus sur l'assurance sensu stricto, à savoir, OK, j'interviens quand il y a un pet, je ne suis pas là avant, je ne suis pas là après. On va dans le mur, enfin, les risques auxquels qu'on est amené à gérer, que ce soit des risques climatiques, on s'occupe aussi de risques juridiques, sont tellement importants que si on n'élargit pas notre scope d'intervention en démarrant à la prévention et en assurant le service après-vente après un sinistre, on ne fera pas notre job. Donc nous, le gros sujet du moment, c'est d'élargir notre offre par des partenariats, entre autres avec pas mal d'autres fintech, pour coupler nos offres d'assurance avec des offres de financement a priori. Donc les discussions qu'on a par exemple avec Florian en ce moment sur venir participer au financement des primes d'assurance qui peut être assez conséquente. Moi je facture des primes d'assurance qui sont en moyenne à 10 000 euros par tête de pipe. Donc on n'est pas sur son assurance vélo à quelques dizaines d'euros. Donc des solutions de financement pour, dans une logique d'inclusion, rendre l'assurance accessible à des gens pour qui elle n'était pas accessible. Des logiques de prévention du risque et de suivi d'un agriculteur qui a un PET pour l'aider à se relever. Et donc là, par exemple, on a un partenariat avec un outil de pilotage de trésorerie qui s'appelle IRMA, qui lui permet de diagnostiquer, d'identifier ses risques a priori, d'avoir une carte propre, de savoir où il va, et surtout, une fois qu'il a eu un PET, le sinistre qu'on va lui verser ne couvrira pas l'intégralité de ses pertes. Il y a des franchises, il y a des coûts collatéraux, donc l'aider à se relever. Il va derrière un sinistre, il a pris la grêle, il a pris une inondation, il va mettre 1 an ou 2 à s'en relever. Donc soit nous on se dit, nous on a fait le job, il a eu son chèque, c'est plus notre affaire. Soit on se dit que non, c'est un client qui est là pour 10 ans avec nous et qu'il faut qu'on l'accompagne. Donc il faut qu'on l'accompagne pour qu'il se redresse aussi. Donc des outils
d'accompagnement financier, donc soit du financement, soit des outils de pilotage de trésor sont là pour ça aussi. Donc voilà, donc le défi c'est de dire on fera vraiment notre job, pas si on est sensu stricto un assureur qui vient gérer un sinistre, mais si on est là avant pour accompagner l'agriculteur et si on est là après quand il a eu un sinistre, là on aura bouclé la boucle et on aura vraiment fait notre job. Avec une grosse intégration dans les deux cas, donc à un écosystème traditionnel des coopératives et d'autres acteurs, et à un écosystème très numérique finalement entre vous et avec d'autres acteurs aussi. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, pour nos deux invités? Alors je reprends la question. Quelles sont les tactiques pour prévenir des aléas? C'est ça Non, enfin, pour aller couvrir des choses qui ne sont pas couvrables. D'ailleurs, je crois qu'il y a une table ronde dans la journée sur avec une des fintechs avec qui on est partenaire qui s'appelle Descartes sur comment rendre assurable des risques inassurables. Je crois qu'il y a ça aujourd'hui. C'est en faisant l'effort d'aller chercher de la donnée qui n'existait pas et d'aller modéliser des risques qui n'étaient pas connus. Plutôt que de se dire, OK, je ne sais pas modéliser le risque d'un agriculteur qui, dans les 3 ans, je parle de 3 ans parce que c'est légalement un agriculteur qui passe en bio, qui est l'exemple que je prenais, il va déposer son dossier en disant je passe en bio et pendant 3 ans il sera considéré comme en transition, il n'aura pas le droit d'utiliser le label, mais donc c'est une phase, on va dire, légale de transition avant d'avoir le label. Donc c'est pour ça que je disais 3 ans, c'était... Eh bien, on fait l'effort de dire d'aller chercher de la donnée sur ces phases de transition pour pouvoir dimensionner, modéliser le risque et mettre un tarif dessus. Donc ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est une volonté de dire il faut que j'accompagne mes assurés dans tout ce qu'ils font et pas juste ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange, à savoir ce que je connais, ok, du blé, assuré du blé, ça je sais faire ça depuis 200 ans, facile. Ben non, comment on fait quand il fait un mélange de blé et de pois? Comment on fait quand on a des agriculteurs qui commencent à faire des lentilles, du soja en France, donc des cultures sur lesquelles il n'y a aucun historique. Donc c'est de mettre des moyens, disons de R&D pour faire court, pour aller comprendre, générer de la donnée et modéliser des risques, plutôt que de se dire bah, c'est à l'assuré de s'adapter à moi, assureur, bah, nous on préfère, nous en tant qu'assureur, s'adapter aux besoins de nos clients finaux. Je n'ai pas bien écouté la réponse parce qu'on m'a informé d'une chose de la plus haute importance. C'est qu'on retire tous les vélos en ce moment dehors qui sont autour de la maison de la mutualité. Donc si vous avez un vélo, je vous recommande fortement d'aller le mettre ailleurs parce qu'il y a un officiel qui vient. Voilà. Même sur les racks officiels, ça marche Mais sur les garages officiels à vélo? Non, pas dans la rue. Ok. Voilà. Bon, on viendra en voiture la prochaine fois. J'ai eu la bonne idée de venir en scooter aujourd'hui. Ils vont enlever les voitures, ok. Bon, on nettoie la rue. D'autres questions peut-être? Non? Alors, quelques chiffres clés. Donc, 7 ans, on a accompagné 7000 projets pour 49 000 demandes de financement. On a déployé près de 150 millions d'euros. Sur une année, c'est à peu près 40 millions d'euros de financement. Là aussi, pour faire le parallèle avec une banque historique du secteur agricole, par caisse régionale, sur notre thématique, c'est entre 150 et 200 millions d'euros de financement par an. Donc, on est un tiers d'une caisse moyenne de la banque du historique, qui en a 39. Donc il y a encore du chemin, mais on déploie 40 à 50 millions d'euros par an. Et notre ambition, c'est de réunir à peu près 500 millions d'euros de financement d'ici à fin 2026 et de se construire une légitimité forte avec des grandes marques, des épargnants et ce public à financer, que ce soit petites entreprises agricoles comme grandes entreprises de l'agroalimentaire et projets d'énergie renouvelable. Avec une vision un peu de nouveau asset manager un jour qui aura sous gestion aussi des fonds thématiques, tout en aidant cette approche nationale. Et on est à peu près une 40aine de collaborateurs. France Titrisation, bonne question. Donc avec BNP Paribas.
Une quarantaine. À Levallois. En plus, il faudrait normalement que je répète les questions. La lumière plus proche du visage. C'est un gros interrogatoire, là, je pense. Non. Le prochain, t'es prêt? Alors c'est à toi maintenant. C'est bon, maintenant Après, on va venir avec un petit numéro chacun. Lancement 2018, à date, 3e acteur du marché derrière les 2 grands noms dont on a parlé, avec 7% de part de marché. En ce moment, on est sur 350 millions d'euros de chiffre d'affaires agricole assuré, ce qui nous fait en gros une trentaine de millions d'euros de primes, rentable depuis 2 ans, 11 collaborateurs. On travaille avec 40 coopératives ou négoces agricoles qui nous distribuent sur le terrain. On est à Paris. Qu'est-ce que j'ai oublié comme question? Et sur la notoriété grand public, c'est vrai que nous, on fait des enquêtes régulièrement au-delà des agris, mais on a, d'après les dernières enquêtes, 3-4% de notoriété B2C. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est ce qui coûte le plus cher et qui prend le plus de temps. Faut faire un sponsor maillot sur un club de foot. On me l'a proposé. Sportfy. Non, de courtier. Et on est, alors, parce qu'en France, le statut qu'on a est un statut de pas mal d'insurtech, c'est qu'on est MJA, qui est un statut plus anglo-saxon, où en gros on est comme une néobanque mais en assurance, c'est-à-dire qu'on fait tout le métier de A à Z, sauf porter le risque sur notre bilan, mais c'est nous qui on construit nos produits, on les tarifie, on les distribue, on encaisse les primes, on gère les sinistres, on verse les sinistres. Donc à part les X centaines de millions d'euros de bilan pour porter le risque, je fais tout le reste. Mais en France, ce statut de MJA n'existe pas d'égal à égal, donc on est sous statut de courtier. Comme il doit y avoir 16 MJA en France, pas mal de startups et qui sont des MJA, donc qui opèrent avec ce statut de néobanque de l'assurance, mais qui sont reconnus comme des courtiers en droit français. Notre principal porteur de risque, c'est un assureur international qui s'appelle Sompo, qui est le leader mondial de l'assurance agricole. Et après, sur d'autres risques, on travaille avec Covea. On travaille avec Descartes Underwriting, dont je parlais tout à l'heure, qui est une des pépites de l'écosystème InsurTech français. On travaille avec des gens comme AXA, on travaille avec des syndicats du Lloyds, Liberty, mais on va dire, le gros de notre activité, sous statut de MJA, on le fait avec Sompo. Bon, je dois conclure cette première table ronde. On va parler de santé juste après. Merci à tous les deux. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez suivre ces 2 personnes sur LinkedIn, je pense. Très bien. Plutôt TikTok, sinon peut-être aussi, mais je ne garantis pas ce qu'ils font dessus. Donc Florian Breton, Antoine Poupart, voilà, avec un T à Poupart. Ouais. Et voilà, je vous invite à les suivre tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.